Bien, chers amis, si vous voulez bien prendre place, je crois que nous attendons aussi une délégation de CAFOS Carré qui va nous rejoindre. Je suis heureux de vous accueillir, en tant que président de l'Alliance française de Venise, de vous accueillir avec Bruno Racine, le directeur du Palazzo Grassi de la Pointe de la Douane, pour accueillir le professeur Ossola, que vous connaissez non seulement de réputation, mais pour avoir évidemment dévoré ses ouvrages, un grand critique littéraire. Et donc, nous ouvrons aujourd'hui, ce soir, un cycle de rencontres avec des auteurs éminents qui savent très bien faire le pont entre la culture française et la culture italienne. Ce sont des professeurs italo. Ils ont une culture italo-française ou franco-italienne, bien entendu. Ce cycle se poursuivra grâce à l'aide de Pierre Rosenberg, notre président d'honneur, membre de l'Académie française. Pierre, vous le savez, le plus immortel de nos immortels, et grâce à lui, nous pourrons accueillir le 13 octobre Maurizio Serra, qui est le premier Italien membre de l'Académie française. Il est rentré en 2020. Il sera suivi ensuite de Frédéric Vitou, le 15 décembre, et puis ensuite rejoindra la cohorte académique Jean-Marie Roy, fin janvier, début février. Et donc, grâce à ce cycle, nous pourrons renforcer notre connaissance et nos liens culturels entre l'Italie et la France. C'est l'objet de l'Alliance française, et notamment de l'Alliance française de Venise. Et je salue et remercie de nouveau Bruno Racine, qui a accepté d'instaurer ce partenariat qui existe entre l'Alliance française et le Palazzo Grassi, qui participe ainsi aussi comme animateur. Je vous en remercie, Bruno. Il nous fallait un animateur de qualité. Vous étiez tout désigné pour animer ces rencontres. Je vous laisse d'ailleurs maintenant la parole. Merci beaucoup. Le mot d'animateur est d'ailleurs tout à fait excessif, parce que je pense que mon rôle sera extrêmement modeste. Au-delà du remerciement institutionnel, je voudrais dire à Robert Porard combien j'étais heureux qu'il nous fasse cette proposition de nous associer à ce cycle d'invitations, tout ce qui peut contribuer à une meilleure connaissance réciproque entre l'Italie et la France, va dans le sens de ce que nous pouvons souhaiter. Et donc je suis particulièrement heureux que ce soit Carlo Ossola qui, en quelque sorte, inaugure ce cycle. Nous nous étions rencontrés il y a pas si longtemps, autour d'un petit livre que j'avais commis sur Rome, mais qui n'a rien à voir avec, évidemment, ce qu'a pu écrire Carlo Ossola au cours d'une extraordinaire carrière. Alors, ce cycle est organisé par l'Alliance française. Il se tient en langue française, même si je pense que Carlo Ossola a fort justement l'idée aussi de nous lire dans la langue d'origine quelques extraits d'Italo Calvino. Alors, il est d'usage de présenter l'invité d'honneur. Alors, c'est en général un moment assez fastidieux pour l'invité en question, dont on énumère la carrière dans ses moindres détails. Je crois que pour un public italien ou français très cultivé, c'est assez superflu de dire qui est Carlo Ossola, un des plus grands critiques, connaisseurs de la littérature qui soit, et qui a ce lien extrêmement étroit avec la France, notamment du fait qu'on a créé pour lui une chaire au Collège de France, je crois, en l'an 2000, que vous avez assumé pendant de longues années.
Ce que je voudrais souligner, c'est évidemment le choix du thème qui a été proposé ce soir. Vous m'aviez dit que vous aviez hésité entre deux commémorations, celle de Blaise Pascal, qui est né en 1623, et puis celle d'Italo Calvino, dont on fête le centenaire. Et au moins pour cette fois-ci, il a paru plus judicieux de commencer par ce grand écrivain. Je dirais que pour un public français, Italo Calvino est peut-être l'auteur du XXe siècle, aujourd'hui le plus lu, parce que je ne connais pas de jeunes de la génération de mes enfants qui n'aient eu à lire Calvino dans les années de collège ou de lycée. Le Baron Perché, tout le monde l'a lu. C'est donc, je dirais, je ne sais pas si c'est une chance ou pas d'être un auteur scolaire, parfois oui, parfois non, mais en tout cas, c'est un auteur qui est extrêmement cher au cœur des Français et qui a aussi, vous allez nous en, c'est le thème de votre conférence, enfin, dans cet échange en tout cas, pour qui la France a joué un rôle très important, la France et Paris en particulier. Alors, je voulais simplement vous poser peut-être cette première question, parce que pour qui a lu justement le Baron Perché, on sent qu'il y a le personnage de... Pour les vis-à-vis, pardon, il y a le Marco Polo, évidemment, donc Venise. Il y a aussi un recueil d'essais qui a été publié en France sous le titre Ermite à Paris. Donc, est-ce qu'il y a... est-ce que comment dire, ce jumelage a joué un rôle dans le choix de votre sujet, entre Venise et Paris? Oui, tout à fait. Parce qu'il faut que je le trouve. Sinon, je reprends celui-ci. Le secret est là. Bon, parfait. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Bruno Grassi, mesdames, messieurs, je suis très honoré d'être ici pour parcourir avec vous quelques textes de Italo Calvino et le lieu, le génie du lieu. En réalité, Venise est parfaitement adéquat à notre conversation parce que, comme vous l'avez rappelé, au cœur même des villes invisibles, Kublai Khan pose une question simple à Marco Polo, qui est le protagoniste du récit de ces villes invisibles. Il lui dit, mais vous nous parlez constamment des villes que vous avez visitées. Ils sont à ce moment-là à Kinsai, une ville sur les eaux, et il contemple la beauté des palais, des bateaux, des marchands, les balcons comme ici sur le canal Grande, et Kublai Khan dit à Calvino, c'est étonnant, est-ce que vous connaissez une autre ville comme celle-ci? Et Marco Polo lui dit non. Et Kublai Khan lui répond, mais je ne crois pas. Il y a une ville que vous connaissez parfaitement, et c'est Venise. Pourquoi c'est la seule ville dont vous ne parlez pas? Et la réponse de Italo Calvino, je vous demande pardon de le lire en italien, tout le reste sera en français, mais comme nous sommes à Venise, il faut quand même lire le passage qui concerne la ville en italien. Et Calvino lui dit, mais aucun besoin d'évoquer Venise, parce que ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia. Et Kublai Khan, un peu blessé, lui dit, mais quando ti chiedo d'altre città voglio sentirti dire di quelle e di Venezia quando ti chiedo di Venezia. Donc, il exige la précision. Mais Italo Calvino, auteur, et Marco Polo, protagoniste, répond le immagini della memoria
Una volta fissate con le parole, si cancellano. À savoir, dès que le mot assume, prend sur soi l'image disparaît. Et alors, il dit, forse Venezia ho paura di perderla tutta in una volta se ne parlo. Si je parle de Venise et que donc je commence à l'écrire, les images de Venise s'en vont. Et ça, je ne le veux pas, parce que les images sont plus belles que les mots. Et il termine, c'est vraiment la fin de cette partie, o forse, parlando d'altre città, l'ho già perduta poco a poco. Vous voyez que le rapport de Calvino avec Venise, un rapport essentiel, on dirait aujourd'hui matriciel, à savoir que c'est à partir de Venise qu'il décrit toutes les autres villes visibles et invisibles, puisque Venise est en même temps visible et invisible, surtout à l'époque où Calvino met en scène ce dialogue entre Marco Polo et Kublai Khan. Mais c'est aussi un texte très français, du fait que, comme vous le savez, les villes sont présentées par des paramètres et même des paradigmes très très contraignants. Et c'est-à-dire, les città e gli occhi, les città e la memoria, etc. On a même essayé de trouver la clé de construction. Et tout ça lui venait des exercices qu'il avait appris à pratiquer en fréquentant l'ouvroir de littérature potentielle, c'est-à-dire l'Oulipo, qu'il a fréquenté, et du reste il a traduit Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau. Il a fait des commentaires à Queneau et il a aussi fait des essais sur Pérec et tout le groupe qui était autour de ce groupe. Donc je crois que nous sommes dans le bon lieu pour parler de Calvino et la culture française. Alors, effectivement, il y a cette inconscient, si je puis dire, de Venise, et parlant puisque c'est aussi le sujet, parlant de la France et surtout de Paris, Calvino dit qu'au fond, il a connu Paris à travers le filtre de la littérature, depuis ses lectures d'enfance jusqu'à celles plus avancées. Donc on parle d'Alexandre Dumas, à Proust, en passant par Balzac, Zola et d'autres. Et donc quand il vient à Paris, pour la première fois, en réalité, son imaginaire parisien est déjà constitué. Alors comment, il vient à Paris en 67, je crois, il n'avait pas prévu d'y rester longtemps, il y vit 13 ans, et donc quelle est la particularité de ce rapport entre Calvino, disons, et Paris, ou à travers Paris, la culture française? Oui. Je commencerai du reste par le titre de cette conversation. C'est un vers de Jules Laforgue que Calvino met à la fin de son autoportrait, dont le titre est Ermite à Paris. En italien, ce portrait, Ermite à Paris, deviendra le titre d'un recueil d'essais posthumes. Donc c'est quelque chose que Calvino avait bien à l'esprit et qu'il souhaitait souligner. Paris Ceinture était réellement un cercle que le chemin de fer parcourait, une espèce de périphérie, pour ainsi dire, non pas boulevard, mais chemin de fer, puisque la maison de Calvino était au sud et on voyait de sa maison les tranchées de ce chemin de fer. Il y a un dossier photographique très, très émouvant. Il écoutait parce qu'il ne voyait pas le train en bas, il était trop enfoncé pour le voir, mais il écoutait cela. Et
nous pouvons déjà dire que le rapport avec Paris donc, est un rapport rétrospectif, parce qu'il choisit précisément de parler de Paris à travers les objets qui n'ont presque plus de fonction. Il le dit du reste. Dans les années 30, cette espèce de périphérique transportait 300, 400 000 personnes par jour, et maintenant il n'y a que 2. On voyait très bien que c'était déjà en train d'être abandonné, ne plus affecté au transport des hommes en tout cas, et c'est un peu le rapport qu'il a avec toutes les villes. On peut saisir les villes seulement quand elles sont presque des monuments ou des musées ou quelque chose d'archéologique. Il le dira à propos de Balzac, la ville musée. Et ceci explique aussi le titre Ermite. Vraiment, il a toujours soutenu l'idée qu'il fréquentait peu de monde à Paris, et notamment les quelques amis de l'Oulipo et Julio Cortázar, parce que les 2 épouses travaillaient, les deux argentines et les 2 travaillaient au même bureau à l'UNESCO. Et si nous aurons le temps, je montrerai quelques détails nous confirmant la liaison aussi des textes. Les textes se parlent, les textes de ces 2 auteurs. D'autre part, il y a une liaison profonde qui est due aux lectures. Il y a les lectures que vous avez évoquées et que plusieurs générations ont fait dans leur cursus scolaire. Dumas était évidemment obligatoire et recherché, du reste. Et puis, bien sûr, Montaigne, Pascal, Baudelaire, même si Calvino ne consacre aucun essai à Baudelaire, plusieurs à Flaubert et à Stendhal et surtout à Balzac. Mais il y a 2 auteurs, nous reviendrons sur ces grands textes, parce que le choix que Calvino fait, par exemple chez Flaubert, n'est pas les grands romans, imaginons Madame Bovary, mais c'est les 3 contes. C'est les 3 contes. Mais il y a surtout 2 auteurs qui sont essentiels pour lui. D'un côté, Charles Fourier, donc l'utopisme du XIXe siècle, et d'autre part, Raymond Queneau, c'est-à-dire le centre même de l'Oulipo et de quelques avant-gardes qui se sont donné des règles. Non pas le dérèglement de tous les sens, mais des règles précises qu'il faut suivre avec précision, et notamment la description des objets, c'est-à-dire le parti pris des choses de Francis Ponge. Fourier, donc, à lui, nous consacre 3 essais, mais surtout, il traduit, voilà le livre de 72, qui n'est plus réimprimé aujourd'hui, La teoria dei 4 movimenti, il nuovo mondo amoroso. C'est Calvino même qui avait traduit, et c'est un auteur dont il faut marquer la présence en 1967. C'est Roland Barthes qui le fait remarquer. Les œuvres complètes de Fourier, qui étaient, je ne dirais pas abandonnées, mais qui n'étaient pas aussi présents, il y avait bien sûr une ode à Charles Fourier par Breton, 45, mais Breton n'était plus à la mode en 67. En revanche, la réimpression anastatique des œuvres complètes de Fourier suscite tout un débat et même, dira Barthes, une espèce d'effervescence qui sera peut-être à la base d'une partie du mouvement de 68. Barthes le dira dans les 3 grands chapitres des logothètes, comme il les appelle, c'est-à-dire des donneurs de paroles d'ordre, c'est-à-dire
Sade, Fourier, Loyola. On peut s'étonner pour Sade, mais absolument pas pour Loyola et Fourier. Des donneurs de mot d'ordre, des donneurs d'ordre, dans le sens d'une construction systématique. Et Calvino se penche précisément, il le dit dans une note finale, sur Fourier à partir de 68, justement. C'est la période où il habite Paris. Après, il fera des allers-retours jusqu'en 80, et puis il s'établira définitivement à Rome. Il faisait des allers-retours à cause de son travail à Turin chez Einaudi. On pourrait s'étonner de cette étrange coïncidence, mais il est tellement ermite, je vous cite un texte inédit, mais aussi bien en italien qu'en français. J'ai donné une thèse sur la correspondance de Calvino avec l'éditeur Zanichelli, parce que Calvino avait pensé, après la réforme du système scolaire italien en 63, c'est-à-dire le fait que désormais il n'y aurait qu'un collège unique, il n'y aurait plus la bifurcation fâcheuse d'avoir la scuola di avviamento professionale pour les plus pauvres. Déjà à 11 ans, donc une présélection à 11 ans, il y aurait eu un cycle commun jusqu'à 14 ans. Et Calvino, voilà une espèce d'opportunité sociale et politique, et il se consacre avec Carlo Salinari à fabriquer une anthologie pour les jeunes, la Lettura. Et dans l'une des lettres inédites qui seront, j'espère, publiées pour ce centenaire, c'est un fascicule de 74 lettres, donc c'est pas un peu, il écrit à son éditeur en disant, tu vois, je suis ici en plein mai, je vois à mes fenêtres, c'était la zone Châtillon, donc une zone effectivement effervescente. Je vois des mouvements et je suis ici à corriger les épreuves de cette anthologie. Donc effectivement un peu ermite à Paris. Mais je voudrais revenir sur ce besoin de prise de distance. Pourquoi ermite à Paris? Calvino le dit d'une manière précise. Si vous voulez, après nous pourrons lire un passage dans l'autoportrait authentique, une espèce d'autoportrait formel qu'il écrit à la troisième personne, comme pour le donner, je ne sais pas, un éditeur pour une interview, etc. Et il dit qu'il vit dans une ville, mais pour en prendre la juste distance. Dans les villes invisibles, il y a toujours un rapport curieux de distance exacte pour essayer de trouver un Dieu précis pour bien regarder en bas ou en haut, au-delà ou en deçà du point où on est. Et il le dit, je travaille à Turin, mais je ne suis pas turinois, j'habite Paris, mais je suis ermite à Paris, et puis le recueil posthume des interviews aura comme titre « Je suis né en Amérique ». En effet, il était né en Amérique. Donc il y a toujours à Cuba, où son père est agronome, travaillait dans une station, on dirait aujourd'hui, écologique. Du reste, le thème est présent, ante litteram chez Calvin, il suffirait penser à Marcovaldo. Alors, dans ce rapport curieux entre la personne et les villes, l'œuvre de Calvino est presque entièrement, sauf les premiers récits du jeune partisan, à l'intérieur des villes, ou alors dans des lieux qui sont structurés par les villes comme les appartements. Et il n'y a aucun rapport, aucun récit où Calvino nous parle d'une ferme à la campagne. C'est toujours des villes ou des appartements dans les villes, ou alors
des cellules dans des forteresses, comme le récit de Monte Cristo. Évidemment, dans ce choix, il était orienté par les lectures qu'il avait faites et aussi par l'amitié qu'il avait avec Massimo Piattelli Palmarini. Ils avaient déjà prévu les mégalopoles d'aujourd'hui. Plusieurs récits sont sur l'impossibilité de se rejoindre en se donnant rendez-vous. Bon, il y a un récit célèbre, un homme et une femme se téléphonent, ils se donnent rendez-vous, mais après il n'y avait pas les portables, donc dans ce aller-retour dans la ville, on ne sait pas, tout le récit est dans cette incertitude, est-ce que j'arrivais ou non à croiser cette dame? Et là on voit, et je termine peut-être sur ce point, là on voit aussi la présence de Julio Cortázar, duquel Calvino écrira un portrait commémoratif très touchant. Cortázar meurt en 1984 et Calvino malheureusement est soudainement en 85 et Cortázar était plus âgé que Calvino et si vous avez la possibilité de lire ce portrait, Calvino dit ce que j'aime chez lui ce ne sont pas les grands romans qui l'ont fait connaître mais les petits récits et notamment Todos los juegos un juego, hein, tous les feux un feu. Et quel est le sujet de ce récit? C'est un sujet typique chez Calvino, c'est-à-dire un embouteillage immense dans l'autoroute Lyon-Paris, et cet embouteillage dure des heures, et puis la nuit vient, et alors les gens doivent trouver la manière de dormir. Alors, il y a ceux qui arrivent du camping, ils dressent leur tente, et puis il y a d'autres non, ils baissent simplement leur chaise, mais l'embouteillage continue. Alors des habitudes se créent, il y a ceux qui sortent les restes des pique-niques qu'ils avaient fait, d'autres qui vont chercher un peu de solidarité, d'autres aliments, etc. Donc toute une espèce de tissu social se crée, et puis à un moment, comme par hasard, le bouchon disparaît et chacun file dans sa solitude vers Paris. Exactement comme ce voyageur de nuit de Calvino ou d'autres récits qui sont réunis dans le recueil T0, c'est-à-dire le temps zéro, le temps dans lequel on devrait se rencontrer et éventuellement on ne se rencontre pas. Voilà donc petit à petit le réseau s'élargit et nous viendrons notamment, mais on en parlera à Fourier et Queneau qui sont le centre de cette réflexion. Une chose qui frappe quand on lit ce recueil Un ermite à Paris, c'est que le texte de ce nom, de ce qui a ce titre, est très court. L'essentiel des textes concerne en fait l'Amérique et New York en particulier, qui est pour Calvin, qui décrit un peu comme le prototype de toute ville, un peu comme Marco Polo pour Venise. Et donc il y a presque un paradoxe entre la manière dont il habite Paris, dont ils ont fait un peu ce refuge, avec des rapports réels mais limités avec la scène intellectuelle, artistique parisienne. Vous avez parlé de l'Oulipo, qui est le seul mouvement avec lequel il y ait ce rapport intime. Il est à Paris au moment de l'éclosion du nouveau roman, et ça serait intéressant d'ailleurs de les mettre en parallèle, le Calvino d'un côté et le nouveau roman de l'autre, mais il y a cet amour pour l'Amérique et pour New York en particulier, qui est en quelque sorte la proclamation principale de ce recueil, fut-il posthume, Un ermite à Paris. Oui, vous avez raison, c'est très curieux. Le récit, en effet,
concernant Paris dans Ermite à Paris est vraiment bref, 4 pages sur un volume comme ça, mais on pourrait dire peut-être de Paris ce que Marco Polo dit de Venise. Si j'en parle trop, l'image de Paris me disparaît. Et d'autre part, la raison formelle avait été donnée par Calvino dans un autre texte qui concerne plus précisément Balzac. Quand il parle de Balzac, il parle d'une cité-roman. Le titre même de son essai est « La cité-roman chez Balzac ». Et il dit, dans ces quelques pages, là aussi, pas trop longues, ce qui désormais passionnait Balzac, c'était le poème topographique de Paris. Le poème topographique de Paris, suivant l'intuition qu'il eut le premier de la cité. Une intuition pour Calvino, la description réelle des villes commence avec Balzac. Qu'il eut le premier de la cité comme langage, idéologie, conditionnement de toute pensée, de toute parole, de tout geste, dont les rues, et puis il cite Balzac, impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Donc c'est comme être pris par cela. Et il continue avec certaines descriptions qui lui sont restées à l'esprit. La description, je cite, du cimetière du Père-Lachaise et les méandres de la bureaucratie funéraire couronne de dessins, si bien que le roman, qui s'était ouvert sur une vision de Paris comme organisme vivant, se referme sur l'horizon de Paris des morts. Or, ce passage, qui semble du reste aller dans une direction funéraire, revient dans les villes invisibles, où la ville des vivants est la copie de la ville des morts, et c'est la ville des morts qui est déjà constituée, en effet, qui dicte le rythme et les formes de la ville des vivants. Mais je dirais que plus encore, ce caractère parcourt l'attention de Calvino à l'idée d'une ville comme musée et le rapport dialectique entre le vivant et le mort. Il y a dans Cosmicomics, dans le recueil des Cosmicomiques, en italien Cosmicomiche, il y a un récit en première personne des coquillages qui disent « Vous fabriquez votre histoire à partir de ce qui est resté, notre carapace, mais ce n'était pas notre vie. Vous ne savez rien du mollusque que nous étions, de nos mouvements, de nos pulsions. Votre histoire, c'est un discours funéraire sur ce qui n'a jamais existé. » Vous voyez, il y a toujours chez Calvino cette sorte d'éthique, ou si vous voulez, de penser en grand moraliste, le fait que c'est le port, pour le dire en termes pascaliens, qui juge du voyage. Et on le voit constamment chez Calvino. Les critiques ne se sont... Calvino est malheureux, si vous me permettez, chez les critiques, parce que c'est toujours le pulviscule, l'utopie pulviscolaire. C'est vrai que c'est une image de Calvino. C'est la légèreté, enfin, tout l'aspect facile de la poétique de Calvino, qui était en réalité contrecarré par ces exigences que je viens d'évoquer. Oui, vous avez rappelé que dans les villes invisibles, on dit que toute ville des vivants a son double, qui est la ville des morts. Mais il y a une des villes invisibles où il y a une troisième ville qui est celle des non encore nés. Donc de tous les habitants à venir.
Et c'est là aussi qu'on voit que derrière la fantaisie, la légèreté, l'humour, il y a aussi une très grande gravité. Il compare ces villes en quelque sorte à ou le passage du temps à une clepsydre. Et évidemment, c'est le sable de ceux qui ne sont pas encore nés qui s'écoule dans le fond du sablier. Et il dit, c'est assez émouvant, il y a au sommet de ce tas, il y a un grain qui est le dernier grain, celui qui tombera lorsque la ville disparaîtra. Et donc il y a aussi toute cette... il y a bien sûr l'utopie, mais aussi peut-être la conscience aiguë du caractère inhumain, voire démentiel de la ville moderne, de cette ville continue. On ne sait pas si on y est entré, si on en est sorti, qui vous désoriente. Oui, je vous remercie d'avoir évoqué ce terme, sablier. Et c'est vrai que pour Calvino, c'est un mot-thème. Il y a déjà le recueil dont le titre est « Collection de sable ». Là aussi, c'est un récit, le compte-rendu d'une visite qu'il avait fait à une exposition d'une dame qui collectionnait des sables de couleurs différentes. Et à partir de là, il fait tout un discours qui va dans la direction que vous évoquez, c'est-à-dire qu'un grain seulement, il le dit aussi dans les villes invisibles, est suffisant à mettre en désordre le plan qu'on avait fait, et à tel point que l'échiquier parfait, parce qu'il est question dans les dialogues de Kublai Khan et de Marco Polo d'un échiquier parfait, finalement serait un échiquier dans lequel aucun ni chevalier, ni roi, ni reine serait présent. Parce que ça peut déranger dès qu'il bouge, l'ordre parfait est purement un ordre potentiel, donc l'échiquier parfait est vide dans le texte. Mais il y a aussi une autre ville, c'est notre temps, dans laquelle on ne voit pas la ville voisine, parce qu'il y a des remparts de restes. Donnez-moi, j'ai failli ne pas venir, mais j'essaye de me défendre un peu. Tous les déchets, tout ce qui est renversé par les restes de notre vie ordinaire, crée désormais autour de la ville des remparts. Donc on ne peut plus voir la ville voisine qui se comporte de la même manière, et donc chaque ville est entourée par des murs d'ordures. Sauf que, un jour, il y aura quelqu'un qui, au lieu de jeter les deux pantoufles usées, n'en jettera qu'une, et le rapport parfait d'ordures d'un versant et de l'autre disparaîtra, tout tombera sur l'une des deux villes, et le jeu recommencera. La catastrophe écologique, oui. À travers cette fable, ce conte, en réalité, puisqu'en réalité, chacun des chapitres d'un ouvrage comme des villes invisibles constitue en soi un petit conte. Et c'est, je vais dire, par rapport à la question des influences ou des rapports que Calvino a pu avoir avec la scène intellectuelle française ou littéraire de la même époque, c'est peut-être aussi ce qui le distingue du nouveau roman, même si le nouveau roman, c'est une étiquette qui couvre des écrivains très, très différents, dont certains, comme Claude Simon, retrouveront la veine narrative avec une très grande puissance. Mais on a parlé de l'Oulipo, du rapport avec Queneau, qui est très profond. Il a traduit aussi un livre de Queneau. Je trouve beaucoup d'affinités aussi avec Pérec, en particulier cet art qui est celui de Calvino de la description des choses.
descriptions qui peuvent être extrêmement longues et qui me font penser souvent à un ouvrage comme celui de, moi aussi, vous voyez, de Georges Perec, qui est la tentative d'épuisement d'un lieu parisien dans lequel l'écrivain, assis au café de la place Saint-Sulpice, décrit ou essaye de décrire absolument tout ce qu'il voit. Évidemment, c'est une tâche à la fois infinie et impossible, et qui me fait penser à ce que Calvino écrit dans un des chapitres de Palomar, qui vient d'être retraduit en français avec ce titre un peu Monsieur Palomar, bon, qui peut se discuter. Calvino, à ce moment-là, est installé à Rome. Il a une terrasse, il décrit la ville depuis sa terrasse, il y a des choses, pages admirables sur les mouvements des étourneaux, des oiseaux dans le ciel de Rome. Mais il dit surtout, il décrit ce qu'il voit de manière extrêmement détaillée, donc tout ce qu'on peut apercevoir depuis une terrasse, tout sauf évidemment les rues et les passants. Il a cette phrase extraordinaire, la surface des choses est inépuisable. Donc c'est un peu aussi comme ces exercices de l'Oulipo, mais qui ont aussi une portée quasi métaphysique. Oui, là aussi je remercie d'avoir évoqué la maison de Calvino à Rome, à Piazza Campomarzio, au cœur vraiment de Rome. Et il y a un récit, La pancia del geco, une sorte de lézard. Et Calvino se demande, c'est 8 heures le soir, est-ce que je dois avoir le service télévisé des nouvelles venant du monde entier, ce sera une manière de me connecter, ou est-ce que je dois regarder le ventre de cet animal immobile qui attend sa proie, donc des moustiques éventuellement. Et là, je perdrai les références au monde entier, mais j'aurai au moins une connaissance précise de l'instant, de l'animal, du geste qu'il fait. Cette question est en effet essentielle aussi pour au moins un auteur du nouveau roman. Vous l'avez évoqué et je vous remercie parce que c'est un grand thème. D'abord, les auteurs du ainsi dit nouveau roman n'ont pas la même poétique. Mais il y a un auteur qu'on pourrait rapprocher de Calvino, c'est Michel Butor. Pour deux raisons. Les deux ont je dirais, un parti pris absolu et prioritaire pour la description. Il suffirait, puisqu'on est ici, et moi je plaidoie toujours le fait que la ville de Venise en achète au moins 100 000 exemplaires et qu'on les distribue à ces pauvres touristes sans repère. C'est la description de San Marco de Michel Butor. Il a pris la décision de tout décrire des mosaïques de San Marco. Et c'est une pure merveille, une pure merveille. Seulement, il est peu réimprimé, peu connu, peu distribué. Donc je crois qu'une ville pleine d'histoire comme Venise, où même le procureur général de San Marco devrait l'acheter et le mettre à la disposition des touristes. Ce serait une manière de bien apprendre le contemporain par l'histoire de Venise. Michel Butor également avait un culte de la description. Là aussi, avec la tentative de retrouver, c'est un peu typique de tout ce groupe, des chronotopes, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire agir le temps avec l'espace et l'espace dans le temps. Qu'il s'agisse par exemple de la description d'une même école aux heures différentes, dans des classes différentes et donc avec des programmes différents. Donc dans une classe, il y a les guerres d'Hannibal et à côté, il y a la description géographique de la Norvège et d'autre part, il y a
les campagnes de Napoléon. Voilà. Donc c'est toujours ce besoin en même temps d'avoir, comme pour Calvino, des chronotopes, d'assumer le défi einsteinien de l'espace-temps et de le porter dans la littérature. Mais ce qui distingue Italo Calvino, c'est qu'il ne se contente pas de la description. Dans Palomar, précisément, il y a une note finale où il dit « Ce livre est constitué toujours par 3 éléments. D'abord la description, puis la narration, qui ne peut pas être faite s'il n'y a pas une description d'objet convenable, et troisièmement la méditation. » Et c'est là que Charles Fourier revient. Une photocopie a été distribuée de l'ordre des créations de Fourier. Vous voyez qu'il y a une montée toujours plus importante, toujours plus heureuse, toujours plus harmonique, et quand on est à l'apogée, le parcours descendant commence, l'univers se refroidit, la vie devient impossible, et enfin, il y aura la disparition du genre humain. Eh bien, ce type de réflexion, d'une utopie qui doit être capable de penser aussi sa propre fin, se retrouve dans Palomar, qui commence avec la description d'une onde, avec la conclusion, il est impossible de décrire une onde, parce qu'à chaque moment, l'onde, le mouvement change, et se termine par comment apprendre à décrire sa propre mort. Eh bien, ce type de réflexion est une réflexion qui non seulement dépend de Fourier, mais Calvino, dans l'un des 3 essais qu'il consacre à Fourier, explique pourquoi Fourier était cher à Marx et Engels. Et là, nous arrivons à un strate, une source profonde de l'inspiration d'Italo Calvino. Vous savez qu'il démissionna du Parti communiste en 1956 quand il y eut l'invasion d'Hongrie de la part de l'Union soviétique. Et il y a des lettres très touchantes dans lesquelles Calvino dit je continuais à être engagé pour la liberté de l'homme, mais il faut commencer par défendre des libertés qui existent. Et donc Togliatti, qui était le responsable du PC à l'époque, l'attaqua publiquement. Il y a toute une série de lettres qui se termineront avec un roman que j'aime évoquer parce que c'est l'un des plus difficiles et des plus simples en même temps, difficile au point de vue théorique et simple comme narration, c'est-à-dire la journée d'un scrutateur. La journée d'un scrutateur est simplement le récit de quelqu'un qui envoyait comme scrutateur, pour surveiller le scrutin d'un lieu spécifique, la cité de la souffrance, comme on l'appelle, c'est-à-dire le Cotolengo Turin. Et Calvino voit toute cette souffrance et se demande, au centre même du récit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette théorie marxiste d'un avenir toujours plus glorieux, plus favorable à l'humanité, comme il y a partout ce mal d'exister. Est-ce que la société à venir fournira des béquilles automatiques pour ceux qui n'ont pas des jambes? Est-ce qu'on aura des neurones artificiels pour voir, pour ceux qui n'ont pas de vue, etc. Il y a toute cette réflexion, et puis il y a une ligne finale incroyable, j'espère que l'édition française aura la même attention, où il dit, en voyant deux dames un peu folles qui portent
la grande marmite du potage à travers la cour en riant, il dit, eh bien, il y a un moment, un instant, dans les villes de la souffrance où tout ce qui est autour, pour un instant, redevient beau. Il y a un moment, et c'est la dernière ligne, dans lequel, dans la cité C minuscule, il y a vraiment la cité C majuscule, à savoir, c'est ce que je supposais, mais j'ai eu une confirmation très récemment, la cité de Dieu de Saint-Augustin. Et nous en parlerons en venant maintenant à la fin, à propos du dernier ouvrage non terminé, d'une certaine manière, de Italo Calvino. Vous vouliez également qu'on projette un extrait d'un... Oui, voilà, je l'introduis. Voilà. Oui, il s'agit, je voulais terminer, pour montrer comment on peut être classique en parlant du présent et parler du présent tout en étant des grands classiques comme Italo Calvino. En 85, donc l'année de sa mort, au commencement de l'année, Vanni Scheivile, qui fut un grand éditeur milanais, demande à Italo Calvino de traduire, comme il savait qu'il était ami, avait traduit Les Fleurs Bleues de Quenon, de traduire pour ses éditions le chant du Styrène. Le chant du Styrène est un texte superbe de Quenon, consacré, une espèce d'apologue consacré au bonheur de la naissance du polystyrène, c'est-à-dire des objets plastiques. C'était les usines Péchinet qui avaient demandé à Quenon de rédiger un texte. En alexandrin. Voilà. Il l'a écrit en alexandrin, en tout cas. En alexandrin, et donc avec une contrainte très forte, et pour promouvoir ce nouveau produit, avait demandé à Alain Resnais, donc vraiment le chef même de la nouvelle vague, d'en faire la partie filmique, en faisant le commentaire de ce texte. Et c'est ce que nous verrons pour conclure, et je me réserverai simplement, mais je vous l'annonce pour conclure après avoir eu, c'est un extrait, le film de 13 minutes, mais nous verrons simplement les 3 premiers 3 minutes et demie. Je le fais parce que vous verrez d'abord la beauté, la pureté de ces films, de ces images. Vous pourrez comparer mentalement la tristesse de la publicité d'aujourd'hui. Et d'autre part, je me réserve, vous le verrez dans les lignes écrites qui passent dans les premières images, que non fait voilà, un petit coup d'espadon parce qu'il cite « Autant suspend ton bol ». Au lieu, Lamartine, « Autant suspend ton vol ». Et Calvino, et je dirais comment il trouve la solution, Calvino se trouve en grande difficulté pour ce « Tant suspend ton bol ». Parce qu'en italien, il n'y a aucun terme qui soit d'une seule syllabe capable de traduire bol. Tassa, 2 syllabes, etc. Bon, on peut continuer, mais voyons maintenant ce bref extrait. C'est le premier mouvement, les 3 minutes du commencement.
s'évanouir par l'aveugle matière. Il pense, il cherche, il crée. À son souffle vivant, les germes dispersés dans la nature entière tremblent comme frissonne une forêt au vent. Ô temps, suspends ton bol. Ô matière plastique, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et qu'est-ce qui explique tes rares qualités? De quoi es-tu donc fait? Quelle est ton origine? En partant de l'objet, retrouvons ses aïeux. Qu'à l'envers se déroule son histoire exemplaire. Voici d'abord le moule, incluant la matrice. Être mystérieux, il engendre le bol, ou bien tout ce qu'on veut. Mais le moule est lui-même inclus dans une presse qui injecte la pâte et conforme la pièce. Ce qui présente donc le très grand avantage d'avoir l'objet fini sans autre façonnage. Le moule coûte cher, c'est un inconvénient, mais il peut resservir sur d'autres continents. Voilà, un grand merci. Désolé d'avoir coupé si brutalement. Il est disponible, ce film, intégralement sur YouTube. Donc c'est un petit bijou que vous pouvez admirer, qui réussit, accomplit le tour de force d'être à la fois un authentique documentaire et une parodie de documentaire. Et je ne sais pas comment les dirigeants de Péchinet, à l'époque, ont accueilli ce produit qui célèbre leur production. D'une manière aussi ironique en fait. Voilà, et la traduction de Calvino n'était pas prête, et donc il écrit à Primo Levi, son grand ami, pour lui demander des conseils, pour une raison simple, entre autres, parce que Primo Levi était chimiste. Et il lui dit, j'ai beaucoup de difficultés, c'est la dernière lettre du reste à Primo Levi, du juillet 85, et Calvino a ce problème de AVC au mois d'août, et puis il disparaîtra quelques semaines après. Et il dit, donne-moi des conseils, j'ai parcouru tout le possible, mais je n'ai pas trouvé. Nous ne savons pas quel a été le conseil de Primo Levi, mais nous avons la traduction de Italo Calvino qui nous dit maintenant que la traduction qu'il a choisie, tempo ferma la ruota. C'est un terme qui n'a aucune correspondance avec bol. Mais pourquoi tempo ferma la ruota, la roue? Parce que c'est la roue du potier
chez Saint-Augustin. Et j'ai eu la confirmation récemment qu'il s'agit de cela, parce que ce même passage que je vais vous lire en passant de la matière plastique aux confessions d'Augustin est vraiment cité et repris par Calvino dans l'anthologie que je vous citais à propos du mai 68. Il fait l'anthologie, il cite ce passage que je vais vous lire et avec lequel je termine. J'ai entendu dire à un savant que le temps, c'est le mouvement du soleil, de la lune et des astres. Je ne suis pas de cet avis, car pourquoi le mouvement de tout autre corps ne serait-il pas le temps? Quoi? Le cours des astres demeurant suspendu. Si la roue d'un potier continuait à tourner, n'y aurait-il plus de temps pour mesurer ses tours? Ne nous serait-il plus possible d'exprimer l'égalité de leur intervalle ou la différence de leurs mouvements si les vitesses sont différentes? C'est comme du Einstein, hein? Mais nous sommes à l'époque des premiers siècles chrétiens. N'y aurait-il dans nos paroles ni longues ni brèves? Et comment les reconnaître, sinon à l'inégale durée de leur son? Ô Dieu, accordez à l'homme de trouver en un point la lumière qui lui découvre toute grandeur et toute petitesse. La traduction italienne est encore plus fidèle au texte latin. O Dio concede agli uomini di scorgere in un fatto modesto. Le latin dit vraiment dans l'usuel, i concetti comuni delle piccole come delle grandi realtà. Et je crois que c'est vraiment la leçon d'Italo Calvino. Et là, nous avons une espèce de témoin quand il traduit tempo ferma la ruota. Il revient à ce besoin, par la description et la méditation, de trouver dans un petit grain quelque chose qui explique l'ordinaire de la vie et l'univers. Et c'est pourquoi, à mon sens, nous devons encore plus aujourd'hui rester fidèles à Italo Calvino. Je vous remercie beaucoup. Il y a des questions? Alors, le professeur Orsola est tout à fait d'accord pour répondre à des questions s'il y en a. Il y a un sujet, il n'y a pas que la surface des choses qui soit inépuisable, Calvino l'est aussi. Oui. Oui, bon, je suis un peu restée sur ma faim pour Quénon, la relation avec Quénon, qui est une relation vraiment privilégiée, je crois. Et je trouve que sa traduction, je ne vais pas analyser, etc., la traduction de Calvino, Les fleurs bleues, est vraiment une très belle traduction. Parce que Quénon se pose en tant que traducteur et non pas en tant qu'auteur. Et vraiment au service de Quénon, il fait tout son possible. En revanche, je trouve que Quénon a eu le malheur d'avoir l'un de ses livres, celui que je vais faire, le plus connu, c'est Exercice de style, même si ses poèmes sont magnifiques. Là, il a été un peu pénalisé. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je vous remercie parce que c'est vrai que j'ai un peu laissé de côté tout ce qu'on aurait dû dire de la leçon de Quénon et de la réception d'Italo Calvino. J'ajouterai simplement que Calvino a également préfacé la traduction de la petite cosmogonie portative, traduction de Sergio Solmi, mais la préface est très importante parce que Calvino, encore une fois, défend l'idée d'une cosmogonie, pour ainsi dire, nécessaire. C'est tout ce qu'il avait déjà fait à propos des favole italiane. Je vais seulement cette petite parenthèse et puis je reviens aux exercices de style.
la petite cosmogonie portative est essentielle pour Calvino. Pour quelle raison? Parce qu'il se rend compte que lui-même et tous les grands auteurs du néoréalisme n'ont pas su interpréter la nouvelle Italie. Il y a une lettre très dure et très belle. En plus, ils étaient amis à Maria Corti, qui écrivait à son ami, qui était toujours responsable des romans chez Einaudi, est-ce que je dois ou non publier ce roman de jeunesse qui concernait les ouvriers en 1944 dans cet hiver brumeux entre résistance et sabotage des nazis, etc. Et Calvino lui répond non. Non, nous avons fait faillite. La Nouvelle-Italie n'a pas eu la naissance de là, sauf quelques films, un film de Rossellini, un récit de Fenoglio, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Il était très dur. Et c'est pourquoi, non seulement il ne publie pas ses romans de jeunesse, mais il essaye de retrouver les racines d'Italie par un autre biais, c'est-à-dire par les fables. Un peu comme Vladimir Prop l'avait fait pour la tradition russe. Et il publie après, il fait les fables italiennes, il fait lui-même le recueil, il les réécrit dans un italien qui puisse être, comment dirais-je, compris par les jeunes. Mais, troisième point, et c'est là que la petite cosmogonie intervient, il se rend compte également que désormais l'Italie ne suffit plus. C'est l'une des raisons du reste de son déménagement à Paris. Parler d'une identité italienne dans le monde que nous vivons n'a plus de sens. Nous sommes complètement dans une espèce d'unique grand mégalopole, l'univers entier, et donc il essaye de trouver d'autres manière de décrire cet entrelacement entre l'individu et la vie de l'univers. C'est pourquoi, du reste, il dit, Marco Polo dit à Kublai Khan, ton royaume est comme une araignée, il suffit qu'une patte dans la périphérie de ton empire bouge, que de l'autre côté, à des milliers de kilomètres, tout change. Donc il est constamment dans cette réflexion, et justement, l'idée même de petite cosmogonie portative, donc une explication de l'univers qui ne soit pas Hésiode, qui ne soit pas Lucrèce, c'est-à-dire des milliers et milliers de vers, est absolument nécessaire. Quant aux exercices de style, enfin tout ce qui est la rhétorique de la composition, nous la trouvons dans les essais critiques de Calvino, avec beaucoup de respect, Non seulement, mais quand Andrea Zanzotto lui écrit en disant, en le vous voyant encore, cher Italo Calvino, je me permets de vous soumettre ces sonnets, c'était Galateo in Bosco. Donc le tout jeune Zanzotto, mais Calvino était déjà connu parce qu'il était dans un lieu de pouvoir comme Einaudi, que j'ai écrit dans une forme un peu arriérée comme le sonnet, et je confie dans votre indulgence si vous pouvez le lire, etc. Et Calvino lui répond, cher Andrea Zanzotto, j'aime les contraintes. Et s'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de véritable texte. Donc, de ce point de vue-là, je crois que Calvino vraiment aimait une contrainte, pour ainsi dire, libre. Je fais un autre exemple qui va toujours dans la même direction. Quand il décrit cette espèce de ping-pong intellectuel entre Monte Cristo et celui qui le tient prisonnier, il dit mais chaque fois que je fais un plan pour m'échapper, il y a de l'autre côté un plan plus rigoureux pour me renfermer.
et il n'arrive pas à en sortir. Et alors, il prend l'argument fondamental de la Boétie, donc le grand ami de Montaigne, et l'argument même de Montaigne. Mais si je prends ce renfermement comme une condition propre à ma manière de vivre l'existence, cette contrainte devient mon choix de la servitude volontaire, devient mon choix et donc je suis totalement libre dans ce que j'ai choisi de vivre. Et je ne pourrai plus être enfermé. Ce sera mon espace à moi que je vivrai de profondeur en profondeur, de plus en plus à l'intérieur de moi-même. C'est un passage sublime de ce récit. Et je trouve que là, Quenon a vraiment contribué. Pour quelles raisons? Parce que c'est vrai qu'il y a cette série de contraintes qui sont toutes sortes de formes métriques, lexicales, etc. Mais ce que Calvino aimait dans la poétique de Quenon, c'est que Cidre-Olin puisse parler avec Auge et que les deux créent des décalages continus. C'est ce qu'il aime et ce qu'il dit du reste à propos de Cortázar dans sa complainte de Cortázar. C'était un homme, c'était un géant, mais ce que j'aime chez lui, c'est cette dislocation constante des plans de narration. Voilà, donc il aimait les gens qui se donnaient une contrainte pour mieux s'en libérer. Et là, Quenon est fondamental. Pardon? C'est aussi le concept du clinamen, c'est le clinamen de Philippot. Oui, voilà. C'est la liberté de la liberté. Exactement. Oui. Une autre question. Sinon, moi, je voulais vous en poser une, peut-être, simplement, en relisant on a parlé de Fourier, l'utopie, manifestement très important, son rapport essentiel avec l'Oulipo, mais en relisant le Baron Percher, je me suis demandé, au fond, si le 18e français, le Diderot de Jacques le Fataliste ou le Voltaire des Contes, n'était pas aussi une des veines, si je puis dire, de la littérature française avec laquelle Calvino avait le plus d'affinité. Oui, là vous avez raison. Du reste, Calvino consacre un essai à Diderot. L'un des auteurs français qu'il cite de ce 18e est justement Diderot. Moins Voltaire, hein, parce que pour Calvino, toute philosophie doit être capable de se autocritiquer. Donc l'excès d'optimisme n'est pas de son... Voltaire n'a cessé de se contredire, cela étant, quand on étudie tous ces textes sur la longévité, donc il n'y a pas une pensée... Il aimait justement le 18e utopiste, et nous pouvons penser aussi à l'autre récit, c'est-à-dire le Barone Rampante. C'est l'histoire de quelqu'un qui finalement se termine, enfin dont l'histoire se termine avec le passage, c'est quelqu'un qui a vécu sur les arbres toute la vie, et il est enlevé par une invention du 18e, par la montgolfière. Donc, c'est même comment dirais-je, la conclusion de cette vie. Il fallait conclure, et on ne peut pas conclure l'histoire de quelqu'un qui a vécu sur les arbres en l'enterrant. On ne peut pas l'enterrer, évidemment. Et donc, il est pris en vol par cette montgolfière, et c'est comme ça que le récit se termine. Et sur son épitaphe, parce qu'il y a quand même une plaque à sa mémoire, il a vécu dans les arbres et il monte au ciel. Oui, oui, comme on disait, pour parler des deuils naguère. Oui. Voilà. Écoutez, sur cette ascension céleste, nous allons probablement nous terminer. J'espère que cette conférence vous aura donné l'envie de lire ou de relire l'œuvre de Calvino à l'occasion de son centenaire. Mais je voudrais surtout dire notre reconnaissance à Carlos Sola pour avoir
parler avec autant de profondeur et de savoir de cette œuvre et de ses ramifications en France. Je n'ai pas cité volontairement au début la longue liste de vos ouvrages. Je dirais simplement que pour moi, et je tiens à le lire devant vous, si on me demandait aujourd'hui de citer quelques noms de personnes incarnant ce qu'est la culture européenne, je n'en aurais pas beaucoup, mais j'aurais certainement le vôtre. Et si je n'avais qu'un seul livre de lui à vous conseiller, c'est un petit bijou qui s'appelle L'Europa ritrovata, l'Europe retrouvée, qui est vraiment une lecture absolument extraordinaire dans ce moment où l'Europe est dans une situation si incertaine, tragique même, et où elle se cherche. Elle existe, l'Europe. Merci beaucoup. Merci.